Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Cette semaine, nous allons évidemment parler des élections législatives et de ce que les résultats du premier tour disent de la France réelle, de la véritable fracture qui la traverse et des intérêts divergents des groupes sociaux qui la composent. Nous allons parler de la manière dont les appareils politiques entendent œuvrer dans un contexte de crise qu'ils ont eux-mêmes provoqué pour conserver la main sur les institutions, et ce, au détriment des forces vives de ce pays. Et nous allons parler de la manière dont, quel que soit le visage de l'Assemblée nationale le 7 juillet au soir, absolument rien ne sera réglé, et de pourquoi la France restera un volcan au bord de l'éruption. À l'heure actuelle, nous sommes tous un peu dans l'expectative. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, le soir du premier tour, toute la fine fleur des analystes politiques professionnels et amateurs spéculait sur la composition de la future Assemblée, se demandaient si la France allait être gouvernable et si oui, par quelle coalition. Mais uniquement préoccupés par le cirque des manœuvres partisanes, personne ne semblait s'intéresser, encore une fois, aux Français et à la signification réelle de leur vote. Bien sûr, nous avons eu droit aux évidences, mais énoncées avec un air grave, devant des parterres de journalistes opinant du chef, de manière à donner l'illusion d'une réelle profondeur d'analyse. Il existe 3 blocs électoraux. La belle affaire, cela n'importe qui peut le constater. La véritable analyse ne commence que lorsqu'on se demande quelles sont les dynamiques sociales sous-jacentes à ces 3 blocs et à l'évolution du rapport de force entre eux. Et là-dessus, tous les commentateurs de plateau donnent plus ou moins la même réponse. Le poids de chaque parti ou chaque coalition découle de la pénétration de ces idées dans la sphère publique, notamment sous l'influence des médias véhiculant des valeurs, des idéologies ou des narratif, un terme infâme dérivé de l'américain, utilisé par de pseudo-intellectuels considérant sans doute que le mot récit n'est pas assez bien pour eux. La vulnérabilité des électeurs à ces stratégies médiatiques dépendrait d'une multitude de facteurs, variant évidemment selon le point de vue de la personne, se sentant sans doute très intelligente et originale après avoir développé cette analyse. Point de vue pouvant lui-même se résumer ainsi: tous ceux qui n'ont pas fait le même choix que moi et ont, selon mes propres critères, mal voté, l'ont fait parce qu'ils étaient idiots et influençables, là où j'ai, moi, agi de manière rationnelle. Mais au-delà du jugement contenu ici, cette analyse revient à dire que, dans le fond, ce seraient les idées et la manière dont elles se communiquent qui feraient aujourd'hui les dynamiques politiques. Or, au fil d'actu, c'est une toute autre analyse que nous faisons, que vous n'entendrez certainement nulle part ailleurs dans les médias, et qu'on espère vous trouverez au moins intéressante, même si au final vous n'êtes pas d'accord avec et que vous décidez de la rejeter. Si tel n'est pas le cas, on vous invitera, après avoir regardé cette vidéo, à soutenir notre travail via notre page de financement participatif sur la plateforme Tipeee, dont le lien se trouve en description sous cette vidéo. Car le Fil d'actu, c'est un média absolument indépendant qui ne vit que grâce à vous, son public. Mais tout cela, on en reparlera tout à l'heure, si d'ici là, notre contribution au débat public vous a semblé digne d'intérêt. Tout de suite, place à l'analyse. Car la campagne se fait aussi dans l'arène numérique. Un vivier d'électeurs, une arme de communication redoutable. On a une vidéo qui a été très vue sur TikTok, où on voit Jordan Bardella manger un hot dog. Même si on n'est pas du tout en train de parler de politique, des gens vont dire ouais, qui a vu Jordan Bardella manger un hot dog? Et les gens vont se mettre tous à aimer et automatiquement, il fait sa promotion comme ça. Les stratégies marketing, telles qu'on l'a vu avec le hot dog de Jordan Bardella, ça marche. Ça marche parce que ça fabrique d'abord une adhésion presque hypnotique. Maëva Guénam, c'est une influenceuse, une des influenceuses les plus importantes en France, qui vit d'ailleurs à Dubaï. Vous savez ce qu'on vient de me proposer? De rentrer en politique, de faire moi de la politique, parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique? Ce qui nous distingue de tous les autres commentateurs, c'est qu'au fil d'actu, nous sommes convaincus, et nous nous fondons sur des éléments solides pour l'affirmer,
que ce ne sont pas les idées à la mode qui font les dynamiques sociales, mais au contraire que ce sont les dynamiques sociales profondes venues de la réalité matérielle qui font les idées. Dans le cas précis de ces élections, cela change donc totalement la manière d'en comprendre les résultats, ce que l'analyse communément admise dans les médias ne permet absolument pas de faire de manière satisfaisante. Car si tout n'était question que de pénétration des idées dans la sphère publique, alors les résultats électoraux montreraient une certaine homogénéité des votes. Or, un minimum de sociologie électorale montre en réalité de très profondes disparités de vote entre grands groupes sociaux très clairement identifiables, ce qui semble extrêmement logique. Pour le comprendre, partons de vous, personnellement, qui êtes en train de nous écouter. Avez-vous voté dimanche dernier selon ce que l'on vous a dit de faire à la télévision? Évidemment, non. Vous avez sans doute pris en compte, ne serait-ce qu'inconsciemment, ce que vous avez entendu à droite à gauche, mais au final, si vous avez placé tel bulletin dans l'urne et non un autre, c'est parce que vous avez jugé que le candidat dont le nom était inscrit dessus était, au regard des choix offerts, le mieux à même de porter vos intérêts individuels aussi bien que collectifs. Or, il se trouve que vos intérêts, qu'ils soient réels ou perçus comme tels, la question n'est pas là, et partant de là, votre conception de quel groupe politique est à même de mieux les servir dans un contexte particulier, eh bien, changera radicalement selon la place que vous occupez dans les rapports sociaux. Et ce que la sociologie électorale montre, c'est que c'est cette place, celle dans l'organisation sociale, qui détermine en premier lieu le comportement électoral de chacun. Ce qui d'ailleurs nous permet, au fil d'actu, d'affirmer depuis 2 ans maintenant que la crise politique que nous traversons, et dont cette élection législative ne constitue qu'un nouvel épisode, n'est que le reflet d'une crise bien plus profonde, structurelle, de notre organisation sociale elle-même et de ses fondements économiques. Non, ce n'est pas la scène politique qui est divisée en 3 blocs idéologiques. C'est la société française qui est divisée en 3 blocs sociaux aux intérêts divergents, et qui en conséquence adoptent des comportements électoraux différents. C'était déjà le cas en 2022. L'électorat de la désormais ex-majorité présidentielle est très différent de l'électorat de ce qui s'appelait alors la New PS et qui cette année se faisait appeler Nouveau Front Populaire, qui est lui-même très différent de l'électorat du Rassemblement National. Si l'on observe les détails de toutes les études d'opinion et autres sondages sortis des urnes, c'est une évidence. La Macronie, pour commencer, fait le plein de voix parmi 2 catégories de population. D'une part, les cadres, de l'autre, les retraités, principalement ceux affichant des niveaux de revenus plutôt élevés. Si le revenu est bien sûr un élément important du vote, il n'est souvent lui-même que le reflet du rôle social des personnes. Et clairement, ici, nous parlons de catégories vivant majoritairement du travail et de la production de richesses faite par d'autres personnes. Des populations aisées, exerçant des métiers extrêmement valorisés, mais à l'utilité sociale peu évidente, concentrés dans les quartiers d'affaires des métropoles, vitrine d'une mondialisation heureuse et ayant profité à fond de la financiarisation de l'économie. Une population qui a besoin d'une main-d'œuvre bon marché à portée de main pour réaliser toutes les tâches de service non délocalisables et qui, avec la contraction en cours des échanges internationaux sous les coups de boutoir des contradictions générées par leur propre modèle économique, voit son nombre se réduire chaque jour un peu plus, mais qui profite du fait que depuis 50 ans maintenant, la société entière s'organise autour de ses intérêts et dont les valets se trouvent à tous les échelons de pouvoir au sein de l'État et des institutions. Une population favorisée, dont les privilèges sont directement liés à la suprématie du secteur financier, trouvant ses meilleurs alliés parmi des retraités jouissant d'une situation extrêmement favorable, car simplement trop âgés pour avoir eu à subir les effets du déclassement que les politiques qu'ils ont soutenus ces dernières décennies ont provoqué parmi toutes les autres catégories sociales. Des retraités, par conséquent, eux aussi, grands gagnants d'un système en plein effondrement et dont ils sont très littéralement les derniers à profiter, et qui espèrent bien continuer à en profiter jusqu'à la fin de leur vie, avec une philosophie qui pourrait se résumer à « après nous le déluge ». Oisifs, ayant profité d'une situation exceptionnelle et membres ou associés d'une bourgeoisie financière ayant méthodiquement détruit tout ce qui précisément avait rendu cette situation possible, pour s'assurer des privilèges et un niveau de vie immérité, classe dirigeante en déclin et dernier reliquat de son âge d'or, tel est le profil de ce qui reste aujourd'hui de l'électorat macroniste. Passons maintenant à ceux qui, par une forme de fausse conscience, se présentent aujourd'hui comme le nouveau Front Populaire, en référence à ceux qui, en 1936, avaient été portés au pouvoir par les ouvriers.
fausse conscience, car sociologiquement parlant, force est de constater qu'entre l'électorat du nouveau Front populaire et celui de l'ancien, il y a un gouffre abyssal. Plus précisément, comme pour la Macronie, la base sociale de ce cartel de partis est double. Nous avons d'une part une surreprésentation des salariés de la fonction publique, profession intellectuelle et intermédiaire à fort niveau de diplôme, et étudiants concentrés dans les villes et notamment dans l'agglomération parisienne. Population privilégiée? Pas tout à fait. Si le nouveau Front populaire séduit des milieux aisés, et notamment les cadres de la fonction publique, il enregistre aussi de bons scores parmi les chômeurs et les personnes qui, malgré des diplômes qui, il y a encore 20 ans, leur auraient ouvert toutes les portes, n'arrivent aujourd'hui à trouver que des emplois à temps partiel, mal payés, et qui ne correspondent pas à ce qu'ils espéraient au regard de leur niveau d'études. Bref, cette population, c'est ce que l'on appelait typiquement les classes moyennes, vivant principalement de revenus versés par l'État en échange de services rendus à la population et qui, dans un pays ruiné par une organisation sociale à bout de souffle, se retrouvent confrontés à un déclassement réel, à un durcissement de leurs conditions de travail, à une chute de leur niveau de vie, et qui, face à cela, expriment régulièrement leur mécontentement par de bruyantes manifestations. Une classe moyenne en voie de déclassement rapide, dont les membres les plus jeunes peuvent vite se retrouver, parce que l'État embauche de moins en moins, à vivre de minima sociaux, eux aussi financés par la collectivité, lorsqu'ils ont fini leurs études. Une classe moyenne à laquelle vient s'additionner une seconde population, celle des personnes concentrées à la périphérie des grandes villes, travaillant auprès des membres de la bourgeoisie aux tâches les plus ingrates, un peuple des banlieues, souvent issu de l'immigration, dont la survie dépend des miettes que les privilégiés veulent bien lui lâcher, et de la tolérance de ces mêmes privilégiés envers toutes les activités illégales auxquelles ils se livrent parfois pour compléter les revenus. Et enfin, troisième catégorie, il y a les électeurs du Rassemblement national, dont le profil, là aussi, est assez clair. Ce sont globalement les ouvriers, les employés liés au secteur de la production, les chômeurs de l'industrie et tous les artisans, indépendants et autres chefs d'entreprise employant quelques salariés dans la France que l'on qualifie de périphérique, qui regroupe désormais en réalité à peu près toute la France, à l'exception de quelques îlots urbains. Une population dont les revenus sont globalement faibles et qui surtout a l'impression aujourd'hui de payer pour tous les autres et pour un État incapable de leur assurer un niveau de vie décent malgré leur travail et qui, de toute façon, est dirigé par des gens qui se fichent éperdument d'elles. Des gens qui souvent ont commencé à travailler très tôt et qui aujourd'hui encore continuent de produire la richesse matérielle, les biens manufacturés, la nourriture, qui continuent à construire les maisons et à réparer les voitures, même si l'essentiel des capacités de production nationale a été délocalisé à l'autre bout du monde par les politiques qui ont été aux commandes ces 50 dernières années et que c'est précisément pour cette raison que la France est aujourd'hui au bord de la faillite. Cette France, c'est celle d'où est parti le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Celle qui a été chassée des villes et qui vit globalement dans des endroits où il n'y a plus ni médecins ni services publics, pas parce que des méchants auraient décidé sans raison de fermer des écoles, mais parce que la financiarisation et la mondialisation de l'économie y a fait disparaître quasiment tout l'emploi productif et qu'il ne reste donc plus rien pour financer le reste. 3 électorats distincts, 3 groupes sociaux qui clairement ont des intérêts divergents, voire pour certains frontalement opposés, qu'ils espèrent avoir défendu au mieux en mettant dans l'urne des bulletins de vote différents. Ont-ils raison? Ce n'est certainement pas à nous d'en juger. Le fait est que leurs intérêts sont clairs et se traduisent par des votes très clairs, même si nous parlons bien sûr de tendance générale et pas d'un comportement qui serait celui d'absolument tout un groupe social, individu par individu. La bourgeoisie financière et les retraités favorisés ont intérêt à la perpétuation du modèle social actuel qu'ils dominent. Ils ont intérêt à pouvoir le plus longtemps possible jouir du fruit du travail des autres et de la captation de ces mêmes fruits. Ils ont intérêt à pouvoir continuer à délocaliser la production, à capter l'argent public, à importer une main-d'œuvre bon marché pour leur servir de larbin, à faire travailler les gens le plus longtemps possible, à faire passer sous la coupe de la finance tous les pans d'activité qui ne le sont pas encore. Bref, ils ont intérêt à conserver leurs privilèges. Et cet intérêt matériel se traduit par un vote clair pour les candidats d'Emmanuel Macron. Les producteurs, ouvriers, artisans, agriculteurs et employés dépendant de la présence d'une activité productive ont intérêt, à nouveau, à pouvoir vivre en travaillant de leurs mains,
protégés de la concurrence internationale, sous la protection d'un État garantissant, comme c'était le cas avant, leur sécurité, sans trop pour cela avoir à jouer les vaches à lait, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour cela, ils ont besoin d'un redéploiement sur l'ensemble du territoire d'instruments de production de richesses, d'usines, d'ateliers, de fermes comme il en existait avant que ceux qui constituent aujourd'hui la base électorale de la Macronie ne le leur enlèvent. Aujourd'hui, ces producteurs ont fait le choix de voter massivement pour le Rassemblement national pour servir leurs intérêts. Intérêts qui, comme nous le voyons, sont frontalement opposés, antagoniques à ceux d'une bourgeoisie financière qui, précisément, a détruit leurs conditions de vie et a pour projet de les presser toujours plus comme des citrons. Concernant le troisième bloc, c'est un petit peu plus compliqué. Étant donné sa composition, il a avant tout besoin d'un État, lui versant ses subsides, que ce soit sous la forme de traitement et de salaire ou sous la forme d'aide sociale. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais qu'il est de moins en moins à même de faire, l'organisation sociale voulue par la bourgeoisie financière ayant détruit nos capacités de production de richesses et donc asséché les revenus de l'État. À long terme, l'intérêt de ces gens serait donc la reconstruction de notre appareil productif. Mais comme depuis 50 ans, tout est fait pour qu'ils n'aient pas conscience du caractère fondamental de la production de richesses, la plupart, s'ils voient bien le déclassement qu'ils subissent, n'en comprennent tout simplement pas la cause et se contentent bien souvent de se plaindre d'être dirigés par des gens qui refusent de leur donner ce qu'ils estiment mériter. Fort logiquement, cette classe moyenne déclassée vote donc pour ceux qui lui promettent qu'une fois au pouvoir, ils lui donneront plus d'argent, sans jamais se préoccuper de la question de la production de richesses, puisque pour cette classe, l'argent n'est pas la contrepartie d'une quantité de biens en circulation, mais quelque chose qu'il suffirait de mieux répartir pour faire le bonheur de tous. La hausse du SMIC, une retraite à 60 ans à taux plein, des prix contenus, voilà ce qui intéresse ces catégories sociales qui ont logiquement voté pour le nouveau Front populaire et pour son programme qui, jamais, ne pose la question de l'origine de la richesse, ni n'envisage d'arracher à l'actuelle classe dirigeante son pouvoir, étant de toute façon porté par des classes uniquement vouées à servir et donc, par nature, incapables d'organiser la société autour d'elles, car incapables de saisir le caractère fondamental de la production. Voilà donc l'origine de la tripartition de la vie politique française. Mais si la société est divisée en 3 blocs sociaux, seuls 2 sont en réalité en mesure de l'organiser. La bourgeoisie financière peut organiser la société parce qu'elle encadre la production. Elle le fait d'ailleurs depuis 50 ans. Mais il se trouve que c'est précisément son modèle d'organisation sociale qui a mené au chaos actuel et qui, parce qu'il ne peut que se fonder sur un pillage toujours plus grand de la richesse nationale, ne peut que mener à plus de chaos. Dès lors, la seule autre catégorie sociale à pouvoir organiser la société sur d'autres bases est celle qui effectue directement l'activité de production. Aujourd'hui, seuls les producteurs peuvent nous sortir de l'impasse collective dans laquelle nous nous trouvons. Or, ces producteurs, ces forces vives qui sont à l'origine de toute la richesse nationale, sans qui la France n'aurait ni nourriture, ni biens d'équipement, ni chauffage, ni toits sous lesquels s'abriter, ont exprimé dimanche dernier un choix on ne peut plus clair. Pour eux, dans le contexte actuel, c'est au Rassemblement national qu'il revient de gouverner la France. Cela ne veut pas dire que le Rassemblement national est dans l'absolu la solution à leurs problèmes, mais que dans le conflit qui les oppose à la classe dirigeante, le bulletin RN est aujourd'hui, dans leur esprit, l'outil qu'il convient d'utiliser. Et d'ailleurs, depuis le premier tour, et depuis qu'ils ont exprimé cela, en à peine quelques heures, le paysage politique s'est retrouvé profondément bouleversé. Là où il y avait 3 choix politiques, reflétant 3 catégories d'intérêts différents, les cadres des partis ont décidé qu'il n'y aurait plus que 2 options. Depuis le 30 juin à 20h01, les dirigeants des partis qui portaient jusqu'alors les aspirations de la classe moyenne déclassée et des sous-catégories urbaines ont décidé d'unir leurs forces à celles des représentants des intérêts de la bourgeoisie financière, afin d'empêcher les producteurs de porter leurs choix politiques et les dirigeants qu'ils ont choisi de soutenir à la tête de la nation. L'alliance de la petite bourgeoisie d'État, du lumpenprolétariat de banlieue et de la grande bourgeoisie contre les producteurs, les artisans, les ouvriers et les paysans.
Si l'on analyse la situation actuelle en termes de dynamique sociale, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on se rend compte que c'est exactement ce que réclament à corps et à cri tous les dirigeants politiques qui hier encore se mettaient en scène dans une lutte sans merci. Messieurs Mélenchon, Ruffin, Roussel, Faure, Bompard, mesdames Panot, Tondelier ou Hassan d'un côté, et de l'autre, messieurs Attal, Philippe et bien sûr Macron, désormais main dans la main, afin de faire obstacle aux choix massivement formulés par tous ceux qui portent la France à bout de bras, sans qui la France n'existerait pas, mais qui, parce qu'ils votent mal, méritent que l'on s'unisse pour les bâillonner une fois de plus. Et pour cela, tous les moyens sont bons, y compris des alliances que l'on croyait un peu naïvement impossibles, et des désistements surréalistes, signe des pires reniements de part et d'autre. En quelques heures, nous avons ainsi vu des candidats insoumis qui avaient fait de la question des retraites leur grand thème de campagne, se désister pour permettre à Elisabeth Borne de se faire réélire députée. D'autres pour faire carrément élire Éric Woerth, ancien ministre du Budget et du Travail de Nicolas Sarkozy, à l'origine de la réforme des retraites de 2010. Ou encore se retirer en faveur de Gérald Darmanin ou de Laurent Wauquiez au nom de la lutte contre le fascisme et l'autoritarisme. En retour, nous avons vu des macronistes se retirer en faveur de personnalités comme Philippe Poutou ou David Guiraud, encore taxés la veille d'antisémitisme, et ce, au nom des principes républicains. Après tout, Raphaël Glucksmann l'a dit, il s'agit désormais d'un référendum exactement comme celui proposé aux Français en 2005 sur la Constitution européenne. Comme en 2005, l'ensemble des forces politiques s'unit pour prédire le pire si jamais les Français votent mal. Comme en 2005, tous les partis qui ces dernières décennies se sont succédés au pouvoir et ont plongé la France dans la crise se coalisent afin de museler les perdants de la mondialisation. Et ils appellent les fonctionnaires, les étudiants, les chauffeurs Uber, par la bouche de leurs intellectuels, artistes et influenceurs, à faire front commun avec les banquiers, start-upers et retraités dorés contre les maçons, les plombiers, les électriciens et les garagistes. Dès lors, deux questions se posent. La première, cette petite bourgeoisie déclassée va-t-elle encore une fois avaler les couleuvres que l'on lui tend et voter à nouveau, comme elle l'a fait en 2022, pour les responsables directs de sa situation, pour ceux qui, en ruinant la France, ont également ruiné l'État et dont le seul projet implique pour elle des conditions de vie toujours pires? Va-t-elle, une fois de plus, s'humilier en allant voter Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, en attendant le jour où elle retournera manifester contre eux et contre une nouvelle réforme des retraites qui ne manquera pas d'arriver pour parachever son humiliation, ce qui ne l'empêchera pas de recommencer encore et encore et encore? Va-t-elle encore une fois oublier sa dignité, comme lui demandent de le faire ses maîtres, lesquels s'empresseront demain de monter un gouvernement de coalition avec la Macronie, tout en s'imaginant incarner, une fois de plus, le summum de la subversion et de la résistance à l'autorité? Honnêtement, nous avons cessé ici de croire qu'elle pouvait se comporter autrement et faire montre d'un tant soit peu de respect d'elle-même. En revanche, une autre question se pose. Cette fois-ci, l'allégeance de ces gens envers la Macronie suffira-t-elle à faire obstacle à la volonté exprimée par les forces productives de ce pays? Pour le coup, la question reste ouverte et en appelle d'autres. Si cela suffit, encore cette fois, dans la mesure où le pillage de la bourgeoisie financière est sans fin et entraîne toujours plus de résistance en face de lui, alors la question se posera à nouveau avec plus de force et très rapidement. Il n'y a qu'à voir l'évolution du score du Rassemblement national en 2 ans pour en avoir la certitude. Surtout si d'ici une semaine, la France se retrouve gouvernée par une grosse coalition allant de François Ruffin à Xavier Bertrand. Et si cela ne suffit pas, alors les producteurs pourront tester effectivement la manière dont le Rassemblement national porte ou non leurs intérêts une fois confrontés à l'exercice réel du pouvoir et affiner, à l'aune de cette expérience, leurs exigences en matière de politique pour la nation. Dans tous les cas, les années à venir s'annoncent intéressantes. D'ici là, il y a bien sûr l'élection de dimanche, avec dans quasiment chaque circonscription, d'un côté les candidats choisis aléatoirement par la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie financière, c'est selon, et de l'autre ceux qui ont été portés au second tour par les producteurs de ce pays. Dans cette configuration, nous n'allons pas vous dire quoi faire, car le choix vous appartient, même si nous ne faisons au fil d'actu guère mystère de nos propres choix. En revanche,
À l'heure de voter, si vous hésitez, on ne saurait que trop vous conseiller de vous poser la question suivante. En quelle classe sociale ai-je le plus confiance pour déterminer ce qui constitue le meilleur choix pour la France? Celle qui dirige le pays depuis 50 ans et qui en pille les richesses, alliée à une petite bourgeoisie en plein effondrement, ou celle qui produit tous les biens nécessaires à notre survie collective et qui subit depuis 50 ans les politiques décidées par d'autres. Le véritable choix que vous avez à faire est là. À vous désormais de décider du côté de qui vous vous rangez. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage un peu différent sur la situation politique du pays et que cela vous aura à minima paru intéressant. Bien sûr, c'est à vous désormais de voir ce que vous en pensez et de vous faire votre propre opinion. Discutez de tout cela avec votre entourage. Montrez cette vidéo aux gens autour de vous et n'hésitez pas, bien sûr, à en débattre. Ce n'est qu'une analyse qui a vocation à nourrir le débat et pas à vous dire ce que vous devez à tout prix penser et de quelle manière vous devez voir les choses. Que notre travail enrichisse la réflexion collective, c'est tout ce que nous souhaitons, car si nous avons nous-mêmes un avis sur ces élections, nous ne roulons pour personne, sinon pour la collectivité. Et nous savons pertinemment que la vie politique française ne s'arrêtera pas le 7 juillet au soir, contrairement à ce que voudraient vous faire croire ceux qui jouent sur les peurs en espérant ainsi suspendre vos capacités de réflexion. Nous vous le disions en début de vidéo, si notre analyse vous a semblé pertinente ou simplement intéressante, même si vous ne la partagez pas intégralement, nous vous invitons à soutenir notre travail à hauteur de quelques euros par mois en vous rendant pour cela sur notre page Tipeee de financement participatif que vous trouverez en lien sous cette vidéo. Vous vous en doutez, étant donné la manière dont nous envisageons les choses, à rebours de toutes les analyses qui, de notre point de vue, ne font qu'affaiblir la réflexion, nous ne pouvons compter sur personne pour nous financer. Ni sur un riche mécène, ni sur des sponsors, ni sur l'État. Évidemment, ce serait de toute façon hors de question, donc nous ne pouvons compter sur personne, sauf sur vous, notre public, sans qui cette chaîne n'existerait pas. Le mois dernier, vous avez été une centaine de nouveaux tipeurs à apporter votre pierre, au moins de manière ponctuelle, à l'édifice du fil d'actu, et nous vous en remercions infiniment. Ce mois-ci, si notre travail vous semble toujours digne d'intérêt, et si bien sûr vous en avez les moyens, nous vous invitons à transformer l'essai et à devenir tipeur régulier de la chaîne, ne serait-ce qu'à hauteur de quelques euros par mois. On vous en remercie d'avance, comme bien sûr nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus à un moment ou à un autre et qui continuent de nous soutenir, et sans qui nous ne pourrions tout simplement pas faire ce travail. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur notre page Tipeee, il vous suffit de choisir un montant, une régularité et de vous laisser guider. Encore merci à vous et bienvenue dans l'aventure. Pour terminer, on vous le rappelle, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Et comme YouTube a tendance à parfois oublier d'envoyer les notifications, même quand vous avez activé la cloche, on vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux X, Facebook et Instagram pour plus de sécurité. N'hésitez pas non plus à nous laisser un pouce vers le haut et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore le référencement et c'est toujours un plaisir de vous lire. Bon second tour, bon début de vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, et on se retrouve après l'élection pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.